Ah, oui. Échelle de corne. Ah, d'accord. C'est bon pour vous, messieurs, dames? C'est bon. Ok, ben on va passer par ici. C'est génial. Ok, donc bienvenue à tous à la forêt du Rempart. Donc ici on est sur une forêt, enfin sur un espace qui est privé, donc qui appartient à ma famille depuis une centaine d'années et qu'on a eu la chance d'hériter, de mener un projet de restauration écologique. Donc la restauration écologique, simplement ça consiste à restaurer la forêt qui a été dégradée, donc à enlever les espèces exotiques envahissantes et replanter des espèces endémiques et de favoriser la régénération naturelle. Donc cet espace a été habité pendant une dizaine d'années avec une dame et sa petite fille, sans eau, sans électricité. Donc ils avaient un projet de ferme pédagogique, notamment le bâtiment qui se trouve ici. Ils faisaient des balades à dos d'âne, à cheval, etc. Donc cette dame est partie il y a maintenant 4 ans et on a eu nous l'opportunité de reprendre le site et de mener ce projet. Donc notre objectif, c'est que la forêt redevienne un jour une forêt primaire. Pour qu'une forêt redevienne primaire à partir d'un stade 0 comme celui-ci, il faut compter environ 700 ans dans la nature. Donc on n'est pas sûr de tenir jusqu'ici malgré tous les tisanes qu'on boit. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu le processus. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a enlevé les espèces exotiques envahissantes sur une partie et on a laissé les espèces indigènes et endémiques et on a commencé à replanter des nouvelles espèces. Donc bien sûr, hein, c'est une forêt, normalement c'est à peu près 4 à 5 plants au mètre carré, donc on va densifier tout ça dès qu'on aura cette plante disponible. Donc ça prend quand même du temps. Donc voilà. Donc pour l'instant, on a travaillé à peu près là sur 1 hectare, un peu plus d'1 hectare. La forêt fait 7 hectares au total. Donc vous verrez qu'il y a de quoi faire. Voilà, donc au cours de la visite, on va parler d'espèces exotiques, endémiques, indigènes. On va faire un petit rappel de toutes ces notions-là, comme ça on part sur de bonnes bases. Donc une espèce exotique, c'est une espèce qui a été introduite par l'homme, volontairement ou involontairement. Donc le rat, le chat sont des espèces exotiques et qui en plus sont envahissantes, hein. On a aussi également des espèces végétales, donc notamment derrière vous, vous avez un sureau, vous avez le tomate arbuste qui nous vient d'Amérique du Sud. Donc voilà, c'est des espèces qui ont été introduites à la Réunion, volontairement ou involontairement. Donc ensuite on a les espèces indigènes, donc c'est les espèces qui sont arrivées naturellement. Donc comment une espèce peut arriver naturellement? Donc c'est soit par le vent, soit par les animaux, soit par la mer. Donc voilà. Et ensuite on a les espèces endémiques, donc c'est les espèces qui n'existent que ici et nulle part ailleurs, enfin que dans un endroit donné. Donc c'est des espèces indigènes, donc qui sont arrivés naturellement et qui ont muté génétiquement pour donner une nouvelle espèce. Donc à La Réunion, on a à peu près 250 espèces qui sont endémiques strictes, qui n'existent qu'ici et nulle part ailleurs. Ajoutez à ça à peu près encore 150 espèces qu'on va retrouver dans les mascareignes. On va parler endémiques des mascareignes. Et on a en tout à peu près un peu plus de 650 plantes qui sont indigènes. Voilà, donc on va pouvoir découvrir tout ça d'un petit peu plus près. Donc je vous invite à éteindre les téléphones si ce n'est pas déjà fait ou les mettre sur silence et bien rester sur le sentier qui est balisé parce que vous verrez qu'un petit peu plus haut on a des petits plants un peu partout, donc c'est pour leur protection. Parce qu'ici tout est précieux, donc Est-ce que vous avez des questions quand même avant de démarrer peut-être? Non. Non? Ok. Voilà, donc j'entends parler d'altimètre, donc on est à peu près à 1300 mètres d'altitude ici. Donc vous avez eu peut-être la chance d'observer la vue tout à l'heure avant que ça se couvre. Voilà, donc ici on est en montagne, hein, donc forcément le climat change très rapidement. Mais on peut encore apercevoir devant nous le plateau de Grand Coude. Donc Grand Coude qui fait partie de la commune de Saint-Joseph, donc village habité le plus proche du volcan. On est à peu près à 10 km à vol d'oiseau. Donc ce village a aussi une particularité, c'est qu'il se trouve entre deux rivières. D'un côté la rivière des Remparts et de l'autre côté la rivière Langevin. Donc en face de nous, bon, là on ne le voit plus, mais on a le rempart de la rivière des Remparts. Donc comme tous les remparts de la Réunion inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on a également dans la rivière des Remparts un petit village qu'on appelle Roche Plate.
voilà, les premiers habitants de Grand Coude venaient en partie de Rocheplate d'ailleurs. Ils sont montés sur le village de Grand Coude au début des années 1900 pour cultiver le géranium. Il y a aussi des habitants de Cap Blanc et de Grand Galet, donc un petit village dans la rivière Langevin, pardon. Donc ils sont venus pareil cultiver le géranium et le maraîchage aussi un petit peu sur le village. Donc Grand Coude est un gros producteur d'huile essentielle de géranium, comme toute la Réunion d'ailleurs, hein, comme les Hauts de la Réunion. On parlait à l'époque de ceinture verte sur tous les Hauts de la Réunion. Donc la Réunion produisait à peu près 100 tonnes d'huile essentielle par an, ce qui faisait lui le premier producteur mondial de géranium rosa au monde. Malheureusement, la production a décliné, on est aujourd'hui à 1 tonne à peu près. Voilà, donc pourquoi? Cyclone majoritairement, et puis c'est une culture qui est très exigeante, qui demande beaucoup de main d'œuvre et qui est assez fragile aussi donc aux intempéries. Donc voilà, et après on a été dépassé par l'Égypte, la Chine notamment. Et donc là, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, il reste quelques petits producteurs, dont nous qui on produit encore, hein, mais c'est vraiment des petites quantités. Donc peut-être que vous allez pouvoir découvrir nos produits tout à l'heure si vous le souhaitez dans la boutique. Donc on fait toujours l'huile essentielle de géranium et de l'hydrolat. Donc on le fait de façon traditionnelle, hein, comme à l'époque, dans un alambic en cuivre hérité de mes grands-parents. Non, il n'est pas ici, malheureusement, il est un petit peu plus bas. Voilà. Donc pour faire une cuite d'huile essentielle, il faut beaucoup de géranium, entre 700 et 800 kg. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Et beaucoup de bois aussi, hein. Pour faire toute cette huile essentielle à l'époque, on avait besoin de beaucoup de bois. Donc bien au début, les gens piochaient dans la forêt un petit peu, hein. Et ensuite ils ont introduit une espèce que vous voyez derrière vous, ces grands arbres qui dominent un petit peu, qu'on appelle les acacias, donc qui nous viennent d'Australie. Donc c'est un bois qui a la particularité de pousser très vite, mais qui est aussi envahissant. Donc aujourd'hui, il a colonisé un petit peu la forêt. Donc c'est une des espèces contre lesquelles on lutte au quotidien. Donc bien sûr, malheureusement, c'est une espèce aussi qui est très fragile. Donc dès qu'il y a un vent fort ou des cyclones, les arbres tombent et cassent tout ce qu'il y a en dessous. Donc c'est vraiment des enjeux, pour nous c'est des priorités, ces arbres sur lesquels qu'on doit extraire le plus rapidement possible. On en a déjà extrait beaucoup, mais comme vous voyez, c'est pas fini. Et ça peut prendre parfois une journée pour un seul arbre, parce qu'il faut l'enlever progressivement avec des cordes pour que rien ne soit cassé en dessous. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps et parfois beaucoup d'argent aussi, parce qu'on doit faire appel à des professionnels. Voilà, donc voilà. Après, ça vous sert pour la cuisine. Exactement, donc rien ne se perd, tout se transforme. On utilise bien sûr le bois pour la cuisine, pour les distillations de géranium et pour les marches que vous allez emprunter aussi. Voilà. Il y a du miel d'acacia, exactement. Il y a même de la gomme d'acacia. Donc à l'époque, on faisait des chewing-gum avec la sève. Bon, c'est pas très bon, mais, mais bon, ça dépanne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc aussi Grand Coude, comme beaucoup d'endroits, quasiment tous les Hauts de la Réunion, hein, c'est un lieu qui a été aussi très fréquenté par les marrons. Donc les marrons qui étaient les esclaves en fuite à l'époque de l'esclavage. Donc on a d'ailleurs plusieurs toponymes, plusieurs endroits qui portent le nom de marron juste en face de nous. D'ailleurs le sentier que vous avez emprunté s'appelle le sentier marron. Juste en face de nous, vous avez au-dessus du rempart de la rivière des Remparts, vous avez un endroit qui s'appelle le Camp Mussard. Donc Camp Mussard, c'était un célèbre chasseur marron. Juste en contrebas, vous avez un endroit qui s'appelle le Bloc. Donc le Bloc, c'était un endroit où on mettait les esclaves en fuite en prison, hein, pendant quelques jours. Et vous avez également l'îlette Dimithil, donc Dimithil qui était un célèbre marron également, donc juste en bas. Voilà. Celui qu'on attrapait, bon je sais plus, mais en tout cas on l'attrapait jamais, il était toujours mobile, et c'est pour ça qu'on retrouve un autre endroit à La Réunion qu'on appelle Dimithil dans les Hauts de l'Entre-deux, c'est parce qu'il est passé par là aussi. Voilà, celui qui était toujours en mouvement. Voilà, donc fréquenté par les marrons aussi, donc bien sûr hein, les marrons ils sont arrivés à La Réunion avec un patrimoine aussi, hein, notamment des connaissances de la botanique. On verra un petit peu plus tard qu'à La Réunion on a beaucoup de plantes médicinales et qui connaissaient déjà certainement aussi quand ils sont arrivés, qu'ils ont dû utiliser. On retrouve parfois quelques traces de marronnage dans les forêts, notamment par exemple les songes,
ce sont des légumes qui plantaient pour se nourrir. Donc on peut supposer que quand on trouve des songes comme ça naturellement, enfin dans la nature, c'est potentiellement une trace de marronnage. Mais on a très peu quand même de traces de marronnage à La Réunion. Il devait être très discret, donc laisser le moins de traces possible. Mais on a quand même un endroit où on a vraiment retrouvé des vestiges dans la rivière des Remparts, donc qui s'appelle la caverne de Côte, et dans lequel on a vraiment retrouvé là des traces de marronnage. Voilà, donc on peut supposer qu'ils sont passés par là, sachant qu'on a des songes dans la forêt aussi, donc bon, voilà, mais c'est que des suppositions. Voilà, donc derrière nous, on peut voir que là, on n'est pas encore vraiment dans une forêt, on est dans un milieu qui est ouvert, donc c'est un milieu qui était vraiment dégradé par l'activité humaine. Donc quand les hommes sont arrivés à Grand Coude, à l'époque, c'était une grande forêt primaire. Donc ils ont dû tout défricher pour s'installer, cultiver notamment le géranium et faire du maraîchage. Et donc voilà, il y a eu une grosse déforestation qui s'est mise en place, à peu près jusqu'ici d'ailleurs. Donc c'est ça qui a entraîné aussi l'arrivée de beaucoup d'espèces exotiques envahissantes, donc qui ont colonisé ce milieu qui a été tout d'un coup ouvert et qui ont profité de ça pour s'installer massivement. Donc nous dans cette zone, on a enlevé quand même une bonne partie des espèces exotiques envahissantes, mais on a laissé les espèces endémiques et indigènes. Et on retrouve notamment cette espèce un petit peu partout là que vous voyez avec plein de fleurs jaunes partout, qui a donné son nom à la plante d'ailleurs, qu'on appelle le fleur jaune tout simplement. Plante inscrite à la pharmacopée française, reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires pour la circulation sanguine. On l'appelle également la plante de la femme parce qu'elle permet de réguler les cycles menstruels, très bon pour la ménopause également, mais par contre interdit pour les femmes enceintes et en cas de pilule. Et voilà, si on prend la pilule, ça annule l'effet de la pilule en fait. Voilà. Donc fait partie de la famille du millepertuis, on l'appelle le millepertuis réunionnais. Donc c'est une plante pionnière, donc c'est l'une des premières plantes qui va s'installer dans les milieux ouverts et qui va permettre aux autres plantes de venir s'installer par la suite. Voilà, donc pendant très longtemps, les tisaneurs utilisaient uniquement les fleurs, mais on s'est rendu compte qu'il y a autant de propriétés dans les fleurs que dans les feuilles. Donc aujourd'hui, voilà, on prend des petits bourgeons comme ça, une petite poignée pour 1 litre et on fait des infusions et on boit à la soif. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?